Erik Estrada vient d'avoir 75 ans. Mais ce qu'il fait maintenant choque les gens. La star de Chips a passé 8 ans à faire semblant d'être une jeune fille de 13 ans nommée Kimi Ling. Il ne jouait pas la comédie. Il chassait de vrais prédateurs avec la police. 2024, des escrocs ont commencé à utiliser l'IA pour imiter sa voix et son visage. Maintenant, il se défend. Mais ce n'est même pas le plus étrange. L'homme qui a joué un faux flic à la télé pendant 6 ans est devenu un vrai à 59 ans. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Erik Estrada est né le 16 mars 1949 dans le Spanish Harlem à New York. Sa mère, Carmen Moreno, travaillait de longues heures comme couturière. Elle gagnait à peine assez pour nourrir sa famille. Le quartier était dur, rempli de criminalité, de drogue et de pauvreté. C'était le genre d'endroit où les enfants ne rêvaient pas grand parce que la survie passait avant tout. Erik était entouré de foyers brisés, de gangs et de familles vivant d'un chèque de paie à l'autre. Mais Carmen a essayé de protéger ses enfants. Elle a élevé Erik et ses frères et sœurs avec discipline, foi et espoir, même si elle avait peu elle-même. Ce qui leur manquait argent, elle essayait de le compenser valeur. Quand Erik n'avait que 2 ans, son père, Ronaldo Estrada, a quitté la famille. Il était profondément dépendant de l'héroïne. Un jour, Erik est entré dans la salle de bain et l'a vu de ses propres yeux. Une ceinture sur le bras, une cuillère sur le comptoir, l'odeur âcre des allumettes brûlées. Il ne comprenait pas complètement à l'époque, mais l'image lui est restée gravée à jamais. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment compris pourquoi son père était parti. L'abandon a créé un vide dans sa vie. Il a grandi sans père, sans conseil masculin, juste des questions, de la colère et un besoin constant de faire ses preuves. Carmen s'est retrouvée seule, pour élever ses enfants dans un logement social où le danger rôdait à chaque coin de rue. Elle a accepté tous les emplois qu'elle pouvait trouver. À un moment donné, elle a même travaillé dans des clubs de striptease pour joindre les deux bouts. C'était humiliant mais nécessaire. La famille vivait dans un appartement exigu avec le grand-père d'Erik, un homme fort et stable qui est devenu l'encre d'Erik. Erik s'accrochait à son grand-père. Mais quand il est mort alors qu'Erik avait 10 ans, ce fut un autre coup qui l'a profondément ébranlé. Son monde était déjà fragile. Cette perte l'a rendu encore plus instable. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Carmen a commencé à fréquenter un homme nommé Pete Panos, un détective de police. Erik avait 4 ans. Soudain, il y avait un homme dans la maison avec un insigne, une arme et de l'autorité. Erik était fasciné. Il fixait le porte-document de Panis, rempli de photos de scènes de crime, d'images horribles, de corps mutilés, de vêtements ensanglantés. La plupart des enfants auraient été terrifiés. Mais Erik était attiré. Il ne voyait pas seulement la violence, il voyait la justice. Il voyait quelqu'un essayer de mettre de l'ordre dans le chaos dans lequel il vivait. Panos est devenu son héros. Pour la première fois, Erik avait un modèle qui lui semblait plus grand que nature. Dès lors, Erik a voulu être flic. Il rêvait constamment, pas pour le pouvoir, mais pour la protection. Il voulait sauver les autres de la douleur qu'il connaissait trop bien. Il voulait être celui qui se présentait, pas celui qui était laissé pour compte. L'insigne n'était pas seulement un symbole pour lui, c'était une promesse. Carmen a soutenu ce rêve. Elle y voyait un moyen de sortir de Harlem, un moyen pour Erik de briser le cycle. Et Erik y croyait aussi. Devenir policier est devenu toute son identité. Cela lui a donné un but, alors que tout le reste semblait instable. Mais la vie a pris une tournure inattendue au lycée. Erik était au lycée Louis D. Brandeis quand il a remarqué une fille dans le club de théâtre. Il ne se souciait pas de jouer la comédie. Il se souciait d'elle. Alors il s'est inscrit. Au début, c'était juste un moyen de se rapprocher.
Mais une fois qu'il est monté sur scène, quelque chose a cliqué. Il a réalisé qu'il avait un don. Le jeu d'acteur lui a donné quelque chose que le travail de police n'avait jamais eu, un moyen d'exprimer toute l'émotion refoulée qu'il portait. La scène est devenue une évasion, un endroit où il pouvait se transformer quelqu'un d'autre. Et lentement, le rêve de devenir flic a commencé à s'estomper. Puis était venue sa première chance, un rôle publicitaire, tant que Frito Bandito. C'était un stéréotype offensant et caricatural, quelque chose qui serait fortement critiqué aujourd'hui. Mais pour Eric, c'était un chèque de paie. Et plus que cela, c'était la preuve qu'il pouvait décrocher un vrai travail. Il a vu une porte s'ouvrir. Hollywood n'appelait pas exactement, mais commençait à remarquer. Il savait que le rôle était problématique. Pourtant, cela lui a donné confiance. Cela a montré que son apparence et son charme pouvaient lui faire franchir la porte, même si les rôles n'étaient pas parfaits. Après le lycée, Eric a pris une décision audacieuse. Il s'est inscrit à l'American Musical and Dramatic Academy. Cela signifiait abandonner complètement son rêve de devenir policier. Ce n'était pas facile. Il s'était préparé toute sa vie pour l'application de la loi. Mais plus il jouait, plus il y voyait un avenir. L'Académie lui a donné les outils pour transformer son talent brut en métier. Il a appris le travail de la voix, la présence sur scène et comment mener une scène. Il a travaillé des heures supplémentaires dans des laveries automatiques pour aider à payer les frais de scolarité. Sa mère a continué à se sacrifier et Eric a continué à aller de l'avant. À travers tout cela, un homme l'a soutenu. Son beau-père, Pancho Dostella. Pancho n'était pas tape à l'œil. Il n'avait pas une forte personnalité, mais il croyait Eric. Même quand l'argent était rare et que les chances étaient minces, Pancho lui disait de continuer. Ce soutien signifiait tout. Cela a aidé Eric à faire taire la voix dans sa tête qui disait qu'il n'était pas assez bon. Pancho ne donnait pas seulement des conseils. Il a donné à Eric quelque chose de plus précieux. Il lui a donné de la confiance. Après avoir grandi avec tant d'instabilité, Eric avait enfin quelqu'un de son côté. 1970, Eric Estrada n'était qu'un jeune homme inconnu du Spanish Harlem. Mais sa vie a changé lorsque l'acteur et réalisateur Don Murray l'a choisi parmi plus de 100 acteurs pour jouer un chef de gang dans The Cross and the Switchblade. Eric n'était pas raffiné. Ce n'était pas une star formée, mais Murray a vu quelque chose de brut et de réel, lui. Pendant l'audition, Eric a improvisé ses répliques, a sorti un couteau à cran d'arrêt comme s'il avait grandi avec, et a donné l'impression que la violence de la rue était une seconde nature. Ce n'était pas du jeu d'acteur. C'était de la survie transformée performance. Le film, qui était basé sur une histoire vraie, traitait de la vie des gangs et de la toxicomanie. Eric ne faisait pas que jouer un rôle. Il vivait des parties de sa propre histoire. L'impact a été puissant. Même des décennies plus tard, le film est toujours projeté dans des centaines de centres de jeunesse chaque semaine à travers les États-Unis. Ce rôle unique n'a pas seulement présenté Eric à Hollywood. Il a dit au monde que les acteurs latinos pouvaient jouer un drame sérieux avec cœur et courage. Mais sa prochaine grande chance n'a pas été facile. 1972, The New Centurions était casting et Eric voulait le rôle d'un jeune flic débutant. Les producteurs ne voulaient pas de lui. Ils ne pensaient pas qu'il était le bon choix. Peut-être qu'il était trop nouveau. Peut-être qu'il était trop latino. Quoi qu'il soit, ils ont dit non. Mais Eric n'est pas parti. Il a insisté. Il s'est battu pour ce rôle comme si sa carrière dépendait, parce que c'était le cas. Finalement, les producteurs ont cédé. Et Eric a pu jouer Sergio Durin, un jeune policier qui essayait de faire la différence dans un Los Angeles corrompu. Il ne faisait pas que jouer. Il avait rêvé d'être flic quand il était enfant. Et maintenant, il vivait ce rêve à l'écran aux côtés de légendes comme George C. Scott.
Cette performance a prouvé quelque chose de crucial. Eric pouvait rivaliser avec les meilleurs d'Hollywood. Il n'était pas qu'un stéréotype. Il avait de la présence, du cœur et de la motivation. Et le public l'a remarqué. 1975, une autre porte s'est ouverte. Eric a rejoint Airport 1975, un énorme blockbuster hollywoodien. Il a joué Julio, un ingénieur de vol confiant qui flirtait avec les hôtesses de l'air et volait quelques scènes avant de mourir dans une collision aérienne enflammée. Son rôle était court mais inoubliable. Ce film est devenu l'un des films les plus rentables de l'année. Eric n'était plus un nouveau venu. Il montait flèche, montrant qu'il pouvait gérer l'action, le drame et le charme en même temps. Son visage commençait à apparaître sur les listes de casting pour plus que de simples membres de gangs ou acolytes. Puis vint Midway, 1976. Eric a joué le rôle de l'aviateur de la marine Chili Bean Ramos dans l'épopée de la Seconde Guerre mondiale. Le nom était peut-être un peu idiot, mais la performance ne l'était pas. Eric a ajouté de l'âme à ce qui aurait pu être un rôle oubliable. Entouré de vétérans d'Hollywood, il s'est de nouveau démarqué. Ce n'était pas juste un autre rôle de second plan ethnique. Il a donné au personnage de la fierté, de la profondeur et un but. Et le film a été un succès. Avec chaque film, Eric repoussait de plus les attentes sautées de l'industrie. Mais le combat n'était pas terminé. Même gagnant du terrain, Eric savait qu'il était catalogué. Hollywood, dans les années 1970, ne savait pas quoi faire des acteurs latinos. Il voyait des voyous, des vauriens ou des blagues. Eric a continué à obtenir ses rôles. Et il a continué à refuser certains. Il voulait plus. Il méritait plus. Mais cela a demandé des efforts acharnés. Chaque audition était une bataille pour être vu comme un véritable acteur, pas seulement un visage brun pour remplir un quota. Et chaque petite victoire avait un prix. Il devait travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié du crédit. Mais il n'a jamais abandonné. Sa mission n'était plus seulement sa propre carrière. Il ouvrait la voie à d'autres qui lui ressemblaient pour suivre. Cette voie a finalement explosé le 15 septembre 1977. Chips est arrivé sur les écrans de télévision et tout a changé du jour au lendemain. Eric a joué le rôle de l'officier Francis Poncherello, un motocycliste de la patrouille routière californienne qui avait un sourire éclatant et plus de fanfaronnade que le prime time n'avait jamais vu. Dès le premier épisode, il a illuminé l'écran. Les téléspectateurs n'avaient jamais assez. Les critiques de l'émission n'ont pas été impressionnés au début. Un critique l'a même qualifié de concept embarrassant, mais le public avait une opinion différente. Ils ont adoré l'action, les autoroutes baignées de soleil, le charme idiot, et surtout, ils ont adoré Punch. Le courrier des fans affluait par camions entiers, et la plupart, c'était pour Eric. Quelques semaines, il était un nom familier. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision de réseau, un acteur latino ne faisait pas que faire partie de la distribution. Il était la star. Eric ne jouait pas un membre de gang. Il ne mourait pas dans les 10 premières minutes. Il était le héros. Un héros drôle, charmeur et intrépide que tout le monde voulait regarder. Et Hollywood a dû faire attention. 1969. Le visage d'Eric était partout. Le magazine People l'a mis couverture et l'a déclaré l'un des 10 célibataires les plus sexy du monde. Sur cette couverture, il se tenait droit, une serviette sur une épaule, coupant le logo du magazine avec son seul sourire. À l'intérieur de l'article, il a révélé son côté romantique, comment il offrait à ses rendez-vous des sushis, du champagne et des bijoux. Mais il a également parlé de chagrin d'amour, de la façon dont les femmes l'avaient utilisé pour gravir les échelons d'Hollywood.
Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait vraiment chez une femme, il a souri et a dit « Tena ». C'était effronté, peut-être même grossier, mais les fans ont adoré. Il était confiant, joueur et pleinement conscient de son effet sur les gens. Alors que l'émission montait flèche, Eric ne se contentait pas de se laisser porter. 1968, il a relevé un défi physique sérieux. Pour un épisode spécial 2 parties de Chips, il a commencé l'entraînement aux arts martiaux avec Saindu-Keno Master Frank Argalander. Ce n'était pas un gadget. L'entraînement était intense et réel. Il a poussé Eric à un nouveau niveau de discipline et d'engagement. Ils ont même atterri sur la couverture du magazine Fighting Stars. Argalander était connu pour trancher des melons d'eau les yeux bandés, avec un sabre de samouraï. C'est le genre de mentor qu'Eric voulait, quelqu'un qui attendait l'excellence. L'entraînement a ajouté à la crédibilité d'Eric tant que star de l'action et a montré jusqu'où il irait pour offrir de l'authenticité à l'écran. Le 6 août 1969, Eric Estrada tournait une scène de poursuite pour Chips. Ce n'était rien de nouveau. Il avait déjà fait ce type de plan de nombreuses fois. Mais ce jour-là, quelque chose a terriblement mal tourné. Il conduisait sa moto de police de 300 kg lorsqu'il a soudainement percuté une voiture et a été violemment projeté l'air. La moto a volé derrière lui comme un missile. Toute cette scène, censée être une simple reprise à cause d'un minuscule cheveu sur l'objectif de la caméra, a failli lui coûter la vie. L'accident s'est produit parce que l'équipe de production a apporté un changement dangereux. Le cascadeur original était déjà parti pour un autre travail. Alors ils ont demandé à un jeune homme, juste quelqu'un à proximité, de le remplacer. Il n'était pas formé. Il ne connaissait pas le timing exact de la scène. Mais lorsque le réalisateur a crié « Action », les caméras ont tourné comme toujours. Eric et Larry Wilcox sont entrés dans l'allée comme ils l'avaient répété. Mais le nouveau chauffeur ne s'est pas arrêté là où il aurait dû. Il a continué à reculer trop loin. Au moment où il a freiné brusquement, Eric n'était qu'à 3 mètres, roulant à 55 km/h. La moto a percuté la voiture. Et Eric a été projeté comme une poupée de chiffon. L'accident s'est produit si vite qu'il n'a même pas eu une seconde pour réagir. Les blessures d'Eric étaient horribles. Ses côtes étaient fracturées. Les 2 poignets étaient cassés. Son sternum était fêlé. Ses 2 poumons étaient perforés. Et le pire de tout, il saignait à l'intérieur. Quelque chose que l'on ne pouvait pas voir de l'extérieur. Au début, Eric a essayé de minimiser. Il s'est levé et a dit qu'il allait bien. Mais Larry Wilcox, sa costard et vétéran du Vietnam, savait mieux. Il avait déjà vu ce genre de saignement interne au combat. Un seul regard à Eric. Et Larry savait que si quelqu'un n'agissait pas vite, Eric allait mourir. Larry n'a pas perdu de temps. Il a attrapé Eric et l'a forcé à rester couché. Il a appelé les secours et n'a pas laissé Eric bouger. Chaque seconde comptait. Ils ont emmené Eric à l'hôpital hélicoptère. Si Wilcox n'avait pas agi à ce moment-là, Eric aurait pu quitter ce plateau pour s'effondrer plus tard et mourir d'hémorragie. Les médecins ont dit plus tard que c'était l'un des pires accidents survenus sur un plateau qu'ils aient jamais vu. Eric passerait des semaines à se rétablir. La douleur, les dégâts, il les a gardés pendant des années. Mais il n'a jamais oublié que Larry Wilcox lui avait sauvé la vie ce jour-là. 2 ans plus tard, 1981, Eric a fait un autre geste audacieux. Cette fois, il ne s'agissait pas de danger. Il s'agissait d'argent. Il a quitté le plateau de Chips pendant la production. Il voulait une énorme augmentation de salaire plus une part des bénéfices de commercialisation. Il croyait qu'il méritait plus. Après tout, il était le visage de l'émission. Son image était sur les boîtes à lunch, les affiches, les jouets, tout. Mais NBC a refusé. Il pensait qu'Eric était remplaçable. C'est alors que le réseau l'a poursuivi pour $20 millions,
affirmant qu'il avait rompu son contrat. Pendant que le drame juridique se déroulait, NBC a fait un geste risqué. Ils ont fait venir Bruce Jenner, maintenant connu sous le nom de Caitlyn Jenner, pour remplacer Eric. Jenner, médaillé d'or olympique 1916, travaillait déjà avec NBC Sports et savait faire de la moto. Il a joué le rôle de l'officier Steve McLeish pendant 7 épisodes. Le réseau espérait que cela montrerait au public que Chips pouvait continuer sans Eric. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Les fans étaient furieux. Ils ne voulaient pas d'un nouveau visage. Ils voulaient Punch. Des milliers de lettres de colère et d'appels téléphoniques ont inondé NBC. Certains fans ont même menacé de boycotter l'émission. Les cotes d'écoute ont commencé à baisser. Les gens éteignaient leurs téléviseurs. Même sans les médias sociaux, la réaction a été forte et organisée. Les stations locales de NBC étaient débordées de plaintes. Les téléspectateurs exigeaient le retour d'Eric et ils ne cédaient pas. Finalement, la pression a fonctionné. Eric est revenu à l'émission. Mais quelque chose avait changé. Des années plus tard, lorsqu'on lui a posé des questions sur son départ, Eric a admis que cela avait eu des conséquences et qu'il avait payé le prix. Il n'a jamais dit exactement quel était ce prix, mais beaucoup pensaient que cela avait nui à sa carrière. Peut-être que cela lui a coûté de futurs rôles. Peut-être que les producteurs le considéraient comme un fauteur de troubles. Quoi qu'il soit, Eric semblait avoir des regrets. Il a obtenu ce qu'il voulait à court terme, mais cela lui a peut-être coûté cher à long terme. La vie amoureuse d'Eric Estrada n'était pas seulement dramatique. C'était un véritable scandale hollywoodien. Novembre 1989, il a secrètement épousé Joyce Miller à Las Vegas. Il avait 30 ans, elle avait 40. Ils sortaient ensemble depuis environ 1 an, mais à peine quelques mois après le mariage, les choses ont explosé. Le mariage s'est rapidement effondré, et ce qui a suivi a été l'un des divorces publics les plus laids de l'industrie. Leur rupture s'est déroulée dans les salles d'audience et sur les couvertures des tabloïds. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de désaccord. C'est devenu sombre. Eric était au sommet de sa gloire tant que sex-symbole de la télévision dans Chips. Et toute cette gloire n'a fait qu'aggraver la tension. Les médias se sont jetés sur chaque rebondissement amer. Joyce ne s'est pas retenue. Elle a intenté une action distincte, pour détresse émotionnelle, et ses accusations étaient stupéfiantes. Elle a affirmé qu'Eric l'avait forcée à prendre des drogues dangereuses. Elle a dit qu'il avait menacé de lui tirer dessus. Et dans l'un des rebondissements les plus bizarres, elle a allégué qu'il lui avait envoyé des poupées vaudou pour lui faire peur. Ce n'étaient pas de petites plaintes, c'étaient des allégations troublantes qui brisaient la réputation. Pour Eric, qui était le chouchou de la télévision américaine, le flic propre sur Chips, les dommages auraient pu mettre fin à sa carrière. L'idée qu'il puisse être violent ou abusif allait complètement à l'encontre de son image. Et les poupées vaudou. Cela ressemblait à quelque chose d'un film d'horreur, pas d'une salle d'audience. Il ne s'agissait plus seulement de culpabilité ou d'innocence. Sa stabilité mentale était maintenant remise question publique. 1981, la situation est devenue si toxique qu'un juge a dû intervenir. Eric et Joyce s'insultaient par le biais d'entrevues et violaient les ententes judiciaires. Le juge a donc émis des ordonnances de restriction mutuelle. Les deux ont été légalement interdits de parler publiquement l'un de l'autre. Les choses avaient empiré à ce point. Joyce avait dénigré Eric dans le National Enquirer. Eric a répliqué lors d'une discussion télévisée avec Rona Barrett. Le juge Harry Schaefer a finalement dit que ça suffisait. Au tribunal, il a qualifié l'affaire d'explosive et a ordonné le silence des deux côtés. Ce n'était pas seulement une gestion des dommages, c'était une survie juridique. Lorsque le divorce a été finalisé décembre 1980, les détails du règlement reflétaient à quel point les choses étaient devenues étranges.
Eric devait verser à Joyce 130 000 $ sur 4 ans. Mais ce n'est pas ce dont les gens se souviennent. Ce qui ressortait, ce sont les serviettes jaunes monogrammées. Oui, une partie du règlement consistait à remettre un ensemble de serviettes avec ses initiales. C'est devenu une note de bas de page étrange dans l'histoire du divorce. Parallèlement à cela, Joyce devait rendre certains des biens d'Eric, bien que les détails aient été gardés hors des projecteurs. Pour Eric, le coût financier a été rude, mais la connexion continue. Le fait de lui payer pendant 4 années supplémentaires a maintenu la tension vive longtemps après la disparition de l'amour. Même après cette épave émotionnelle, Eric a réessayé. 1985, il a épousé Peggy Lynn Rowe, une dirigeante de l'industrie de la musique. Cette fois, les choses semblaient plus stables. Ils ont eu 2 fils ensemble, Anthony 1986 et Brandon 1987. Peggy travaillait également dans l'industrie du divertissement. Elle comprenait donc le monde d'Eric, mais même avec un terrain d'entente. Le mariage s'est terminé, 1990. Ce n'était pas aussi compliqué que le premier, mais c'était quand même un autre chagrin d'amour. Puis était venue Nanette Murkovich. Ils se sont rencontrés dans un gymnase loin des projecteurs. Elle travaillait coulisses tant que technicienne du son. Pas de gloire, pas de projecteur. Juste du respect mutuel. Ils se sont mariés, 1997, et ont eu une fille, Francesca, 2000. À ce jour, ils sont ensemble depuis près de 3 décennies. Après tout le chaos, Eric a finalement semblé trouver la paix. Mais le plus grand retour d'Eric ne s'est pas produit à Hollywood. Il s'est produit à Amérique latine. Après la fin de Chips 1983, sa carrière s'est refroidie. Les offres se sont raréfiées. Les rôles ont disparu. Au début des années 90, Eric s'est estompé. Puis, 1993, il a pris un énorme risque. Il a accepté un rôle principal dans une telenovela mexicaine, Dos Mujeres, Un Camino. Il ne parlait même pas couramment l'espagnol. C'était un geste désespéré. Hollywood l'a considéré comme une régression. Mais Eric se fichait. Il voulait travailler. Il voulait être vu. Pour se préparer, il s'est inscrit à 30 jours consécutifs de cours d'espagnol, 8 heures par jour. Cela représente 240 heures, entassées un mois. Il a joué Johnny, un chauffeur de camion pris entre 2 femmes, sa femme et une jeune serveuse. L'histoire abordait l'amour, la trahison et les liens familiaux. C'était risqué. Le scénario était intense, et Eric ne parlait pas couramment. Il portait donc une oreillette pour recevoir ses répliques. Malgré tout, il a tout donné, et cela a fonctionné. L'émission n'a pas seulement réussi, elle a battu des records. Elle était censée ne durer que 100 épisodes. Elle a duré plus de 200. Elle a été diffusée dans 47 pays, dont l'Indonésie. Au Mexique, elle a été numéro 1 pendant plus d'1 an. Même aux États-Unis, elle a attiré des fans hispanophones et anglophones. L'émission a touché une corde sensible, et le personnage d'Eric est devenu emblématique. Les gens qui ne s'étaient jamais souciés de Chips le voyaient maintenant comme un véritable acteur. Le public latino l'a adopté comme l'un des leurs. Pour la première fois, il ne jouait pas un stéréotype. Il montrait de la profondeur, de la lutte, de la loyauté, du cœur. Selena a même fait une apparition dans 2 épisodes. C'est dire à quel point l'émission est devenue grande. Et Eric, il aurait été payé 1 million de pesos. Pour quelqu'un qui n'avait pas eu de gros chèques de paie depuis des années, cela a changé sa vie. Plus que cela, cela lui a donné une 2e chance. Sa carrière n'a pas seulement été sauvée, elle est renaît. L'impact n'était pas seulement financier ou professionnel. Eric a déclaré plus tard que le fait de faire l'émission l'avait aidé à découvrir qui il était vraiment. Bien qu'il ait grandi dans le Spanish Harlem, il ne s'était jamais profondément connecté à son héritage portoricain. Cela a changé pendant ses 18 mois au Mexique.
Il a travaillé avec des réalisateurs, des acteurs et des équipes mexicains. Il a vécu dans la culture. Il ne l'a pas seulement observée. Cela lui a donné une nouvelle identité. Non seulement tant qu'ancienne star de la télévision, mais tant qu'icône latino. À 59 ans, Erik Estrada a finalement fait ce dont il rêvait depuis l'âge de 4 ans. Il est devenu un vrai flic. Pas à la télé, pas costume, mais pour de vrai. 2008, il a rejoint le département de police de Muni, dans l'Indiana, tant qu'officier de réserve. La plupart des gens le connaissaient comme Punch the Chips, le flic à moto souriant de la télévision. Mais derrière ce sourire se cachait un garçon du Spanish Harlem qui avait toujours voulu porter l'insigne pour de vrai. Ce rêve a été retardé lorsque le jeu d'acteur a pris le dessus sur sa vie, mais il ne l'a jamais laissé mourir. Rejoindre les forces de l'ordre n'était pas qu'un gadget. Erik a dû réussir une formation policière complète et être officiellement certifié. Il n'a pas demandé de traitement spécial. Il ne voulait pas non plus le quart de jour. Il travaillait au quart de minuit de 23h à 7h du matin, car c'est à ce moment-là que les gens étaient moins susceptibles de le reconnaître. Il voulait être traité comme n'importe quel autre officier. Pendant 3 ans, Erik a patrouillé dans les rues. Non pas tant que célébrité, mais tant que personne essayant de faire une réelle différence. Mais sa renommée a eu un prix. Même la nuit, les gens l'arrêtaient pour prendre des selfies. Il criait « Hé, Punch !» alors qu'il mettait fin à des querelles conjugales. Cela devenait dangereux. Certaines personnes ne le prenaient pas au sérieux. Une nuit, il a même plaisanté disant que quelqu'un allait gâcher ses cheveux lors d'un appel à 2h du matin. Tout le monde n'a pas trouvé cela drôle. Son visage était trop connu. L'uniforme n'aidait pas. Les distractions s'aggravaient, et cela affectait son travail. Finalement, Erik a réalisé que sa renommée n'était pas qu'une nuisance. C'était un risque. Il ne pouvait pas être anonyme comme les autres flics. Les gens voyaient l'acteur, pas l'officier. Il a donc apporté un grand changement. Il a quitté Muni et a rejoint le bureau du shérif du comté de Bedford, Virginie. Là, il a trouvé quelque chose qui convenait aux deux facettes de lui, la célébrité et le flic. Il a rejoint la brigade de lutte contre les crimes sur Internet envers les enfants. Ce n'était pas seulement un travail de bureau. C'était un travail réel et dangereux. L'unité IAC traquait les prédateurs d'enfants lignes. Le shérif Mike Brown croyait qu'Erik pouvait aider non seulement en raison de sa formation, mais aussi parce que sa renommée pouvait sensibiliser le public. Erik s'est investi à fond. Il a commencé à travailler sous couverture, se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans et demi nommée Kimi. Pendant 8 ans, il a aidé à attirer les prédateurs dans des opérations d'infiltration. Il ne jouait pas la comédie maintenant. Il tapait comme une adolescente effrayée, faisant semblant d'être quelqu'un de vulnérable, parlant à des hommes adultes qui pensaient qu'ils étaient train d'amadouer un enfant. C'était sombre, lourd et émotionnel. Mais cela a fonctionné. Des dizaines d'arrestations ont été effectuées. Le but était simple, les attraper avant qu'ils ne puissent blesser de vrais enfants. Pour Erik, ce travail l'a touché personnellement. Lorsque sa propre fille avait 7 ans, il avait vu le genre de menaces qui rôdaient ligne. Cette rage est restée avec lui. Kimi est donc devenu son outil et la justice est devenue sa mission. Tout ne se cachait pas derrière les écrans, cependant. Erik est également devenu le visage de la Safe Surfing Foundation, avertissant les parents et les enfants des dangers d'Internet. Sa célébrité aidait enfin, au lieu de nuire. Des années plus tard, Erik est revenu à l'écran, mais cette fois pas tant que flic. 2023, il est devenu l'animateur de Divine Renovation, une émission d'amélioration de l'habitat axée sur la foi. Il ne s'agissait pas d'audience, il s'agissait d'aider les gens, des vétérans handicapés, des mères célibataires, des familles dans le besoin.
Filmée dans le Connecticut, l'émission a combiné la construction réelle avec des messages d'espoir. Ce n'était pas seulement divertissant, cela a remporté des prix. 2024, Divine Renovation a reçu à la fois un prix Telly et un prix Davy. Elle a commencé à être diffusée continue sur Amazon Prime, Roku, Hulu et Tubi. Une fois de plus, Eric atteignait des millions de personnes, mais cette fois avec un message qui comptait. Mais tout dans la vie plus tard d'Eric n'était pas de la télévision réconfortante. Il y avait aussi une querelle amère, une querelle qui a commencé dans les années 1970 et qui n'a jamais vraiment pris fin. Un adolescent, George Lopez, s'est une fois approché d'Eric lors d'un tournage de Chips, ravi de rencontrer son héros. Mais Eric ne lui a pas serré la main. Ce moment est resté gravé dans la mémoire de Lopez pour la vie. Il l'a transformé carburant pour ses numéros de stand-up, se moquant d'Eric dans des spectacles et des entrevues. Il a même plaisanté disant qu'il voulait se battre avec lui. Eric l'a toujours nié. Il a dit que Lopez était obsédé par l'utilisation de son nom pour attirer l'attention. La querelle a continué année après année. Lopez a continué à faire des blagues. Eric a continué à se défendre. Puis ils se sont rencontrés face à face lors d'une fête paroissiale. De tous les endroits, les choses ont explosé. Eric a qualifié Lopez d'intimidateur avec un microphone. Puis il a frappé sous la ceinture, évoquant la transplantation rénale et le divorce compliqué de Lopez. Comment pouvez-vous faire confiance à un gars qui a reçu un rein de sa femme et qui a ensuite divorcé d'elle ? A-t-il demandé. C'était laid. Aucun des deux hommes n'a reculé. Mais les batailles d'Eric ne se limitaient pas aux comédiens. 2024, il a dû combattre un nouveau type d'ennemi, les deepfakes de l'IA. Des escrocs utilisaient son visage et sa voix pour promouvoir des produits avec lesquels il n'avait rien à voir. De faux endossements étaient partout. Les gens se faisaient piéger. Eric a dû travailler avec les autorités fédérales pour faire tomber les faux. L'homme qui attrapait autrefois des prédateurs lignes combattait maintenant des fantômes numériques de lui-même. Son expérience avec l'IAC l'a aidé. Il savait comment ces escroqueries fonctionnaient. Il savait comment traquer les empreintes numériques. Mais ce n'était pas facile. La technologie s'améliorait. Les mensonges devenaient plus difficiles à repérer. Malgré tout, Eric n'est pas resté silencieux. Il a averti ses fans. Il a fait des déclarations. Il a participé à des campagnes pour arrêter les escroqueries de l'IA. Sa mission était la même qu'avant. Protéger les gens des prédateurs lignes, quelle que soit leur forme.